Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour un nouveau jeu, Tilly's Very Bad Day, un jeu gratuit. Vous pourrez télécharger les règles gratuitement, créé par Steven Thomas du blog Balagan. C'est là-bas que vous pourrez le télécharger au besoin. Un jeu qui m'a intrigué, que j'ai testé récemment et je lui trouve énormément de qualité. Et donc on va voir tout de suite ce que ça donne avec ce premier rapport de bataille. N'ayez crainte, j'en ferai un tutoriel, c'est prévu. On passe aux listes d'armées. Alors le jeu est similaire à Valor and Fortitude et Pike and Shot, agnostique en termes de figurines et de mesures. On verra qu'il y a une unité de mesure un peu particulière et qui s'adapte du coup au format de table et au format d'unité. C'est un jeu à brigade, donc ici on a dispersé l'armée en 3 brigades pour les Suédois, une de cavalerie, un centre d'infanterie et une brigade un peu mixte. Et deux brigades à peu près égales pour les catholiques. Notez que l'artillerie est à part, puisqu'elle est déployée à part, et elle est régie par des règles un peu différentes du reste des unités. Sinon, à part ça, au niveau organisation, c'est à peu près la même chose que ce à quoi on est habitué. Le jeu Les listes d'armées se créent de plusieurs façons, en fait. Vous avez une façon de base qui consiste à dire que vous avez... les joueurs qui s'arrangent sur un nombre d'unités, par exemple 20, et commandant compris, hein, et donc chacun dépense ses points comme il l'entend, chaque unité étant équivalent à un point, quel que soit son type, sachant que elles sont toutes considérées comme étant au niveau moyen, puisque vous pouvez, en règle optionnelle, mettre des unités en élite, donc plus puissantes, d'autres qui serait dégradé en recrue par exemple, mais ça c'est pas prévu avec le système de base. Vous avez donc un système avancé qui fonctionne avec des points, ou plutôt des pièces, coins, et qui du coup vous permet de raffiner, on va dire, votre création d'armée en y incluant les options d'élite, de recrue, ou si vous voulez distinguer davantage les unités. C'est assez souple tout en restant très simple. Voilà, donc pour les deux armées, une suédoise, une catholique, on va passer à la suite. Le petit contexte fictif, puisqu'on joue une bataille fictive. Alors ici c'est un what if, c'est que se serait-il passé si à la suite de la bataille de Lutzen, les deux armées remettaient le couvert quelques jours plus tard. Donc rappelle la bataille de Lutzen en 1632, une victoire à la Pyrrhus, ou une défaite victorieuse des catholiques, ça dépend pour quel point de vue on se place. Gustave Adolphe meurt, ce qui aura des conséquences terribles pour le camp protestant. Et Wallenstein fait une retraite en bon ordre, pas si mal que ça, on va dire, même s'il abandonne le terrain. Et donc la question, ce serait, que se serait-il passé si les Suédois avaient décidé de poursuivre les catholiques et de retenter une bataille quelques jours plus tard. Donc voilà. Les deux armées se font donc face. Pour le déploiement... le jeu propose des zones. A noter donc que l'unité de mesure dans ce jeu est le TUM, le Tilly's Unit of Measure, unité de mesure de Tilly. C'est en fait un système qui permet de s'adapter à n'importe quel style de jeu, puisqu'on va partir du principe que vous prenez votre unité de base. Donc par exemple, moi j'ai pris mes unités Pike and Shot. Vous prenez la largeur de l'unité, vous la divisez par 2 et c'est votre unité de mesure. Donc par exemple, mes socles ils font 6 de long, donc l'unité de mesure c'est 3 cm. Ça permet d'avoir un champ de bataille qui s'adapte tout en gardant une unité de mesure cohérente. Et donc les zones de déploiement sont données dans le jeu, ils s'adaptent aux différents types de tables. Ici j'ai une table carrée, recommandée de la taille recommandée par le jeu. Mais vous pouvez avoir évidemment des tailles rectangulaires, etc. Toutes les règles sont données, il y a des règles de déploiement qui sont mises en place. La procédure de déploiement se passe de la façon suivante. Chaque joueur alterne le placement de ses brigades, une après l'autre, sachant que les unités Pike and Shot ne peuvent être placées que dans la zone centrale,
de sa zone de déploiement, et il y aura 2 petites zones d'ailes qui permettent d'y placer les cavaleries et toutes les unités qui ne sont pas des unités Pike and Shot. Précisons également qu'il y a un système de bombardement préalable entre l'artillerie, ça se faisait beaucoup à l'époque. Avant de jouer, donc, les canons qui sont dételés peuvent tirer. Vous avez également un système d'éclaireurs qui vous permet en fait de faire un petit duel en lançant un dé par unité de dragon ou de cavalerie légère. Celui qui remporte ce duel avec un succès sur 5+, aura un petit bonus, soit il peut replacer une unité, soit il peut passer lors de la phase de déploiement, soit il peut passer lors de la phase de déploiement des canons, soit il peut également changer un terrain de place, il me semble. Donc ça donne un petit bonus très sympa. Le système de placement des décors, quant à lui, vous avez plusieurs possibilités, soit le défenseur met en place le décor lui-même, soit vous avez toute une procédure à base de cartes qui sont fournies dans le livre, c'est juste à imprimer, c'est des petites cartes, qui vous permettent de donner à la fois l'orientation et le type de décor que vous voulez à la table. Ici, j'ai suivi le système de cartes. Voilà ce que ça donne. On va passer à la suite. Donc les troupes de Wallenstein sont également en ordre de bataille pour faire face aux Suédois. Les Suédois qui seront donc l'attaquant dans ce scénario. Alors être l'attaquant vous permet d'avoir une condition de victoire différente. Le nombre de tours est minuté. Si vous ne détruisez pas le défenseur dans le temps imparti, bah, vous perdez. Ça c'est dans les règles de base. Et évidemment vous pouvez tout changer et faire des scénarios différents. Là ici, l'attaquant est désigné arbitrairement par un lancer de dés. Vous ne pouvez pas refuser d'être l'attaquant. Voilà. Et de toute façon, ça correspond bien à l'idée que je m'étais faite dans le What If. Je vous propose donc de passer à la suite. Donc j'ai mis sur ma droite la division de Mathias Gallas. Donc c'est une division mixte, 3 tertiaux avec des dragons, 2 unités de cuirassiers, un commandant et un pack de mousquetaires détachés. Sur la droite, ce sera la division de Wallenstein, pareil, 3 tertiaux, 2 packs de cuirassiers et un pack de cavaliers légers, représentés par des arquebusiers montés, ce sera des Croates. Et au centre, les canons. Au centre, on aura donc Horn avec sa brigade, composée de 4 régiments Pike and Shot, dont 2 d'élite. Donc, ici, j'ai utilisé les points, il y a quelques régiments qui seront d'élite. Ici, ce sera les 2 Suédois, le bleu et le jaune. Pour faire un petit aparté là-dessus, chaque troupe a une caractéristique principale, qui s'appelle la résolution, resolve en anglais, qui sert à tout en fait. C'est censé représenter la qualité des troupes, leur morale et leur nombre. Donc comme ça m'a un peu choqué au début, ça me semblait un peu trop simpliste, mais en fait à l'usage ça marche bien. Ça veut donc dire que votre nombre d'attaques et les points de vie de votre unité sont les deux basés sur cette caractéristique. Donc lorsque vous perdez des points de résolution, bah, vous perdez à la fois des attaques et des points de vie. Lorsque vous êtes à 0, l'unité est détruite. Concernant les commandants, ils sont donc non ciblables, ils doivent accompagner des unités pour pouvoir influer sur un combat, donc ça fonctionne à peu près pareil qu'à Pike and Shot. Également concernant le mouvement des unités, c'est relativement facile, 3 tumes, donc unité de mesure, 3 tumes pour l'infanterie, 6 tumes pour la cavalerie et 8 pour les commandants et la cavalerie légère. Pour les portées, c'est pareil, 2 tumes pour les pistolets et les petites carabines de la cavalerie, 4 pour les mousquets et les canons de portée illimitée. Pour le tir, le résultat à obtenir, c'est toujours 6, et pour la mêlée, c'est variable, ça dépend des situations et des unités. Comme c'est plus difficile d'obtenir un succès, il n'y a pas de sauvegarde dans le jeu, puisque on considère que tout de suite ça réduit la résolution de l'unité adverse. Voilà, donc ça a l'air un peu aride comme ça, mais vous verrez, ça fonctionne très bien.
Sur l'aire droite suédoise, Kniphausen avec la cavalerie, donc des Akapelites, des cuirassiers et des arquebusiers allemands. Alors, les arquebusiers montés, j'avais les figurines. Les cuirassiers, j'ai pris des unités de cavalerie classique. Mes cuirassiers sont encore en cours de peinture, mais ça fera l'affaire. Et il y a également une batterie d'artillerie. On commence donc à la fin du déploiement par un bombardement préliminaire. Comment ça fonctionne? Très simple, tous les tirs touchent sur du 6. 6+. Il faut faire 6 pour toucher. Quelle que soit la qualité de vos troupes. Puisque vous allez lancer un nombre de dés égal à votre résolution. Plus votre unité est d'élite, plus elle a de résolution, plus elle lance de dés. Les touchés sont sur 6 pour tout le monde. C'est comme ça que ça se distingue. Les canons ont 2 points de résolution, ils touchent donc sur 2 dés. Donc ce qui se passe, c'est que chaque joueur, défenseur et attaquant, vont pouvoir faire tirer leurs canons qui sont installés. On va parler un peu de tir. Donc pour les canons, c'est un peu particulier, puisque la ligne de tir des canons, c'est un rectangle droit devant. C'est pas un arc de 45 degrés, c'est vraiment droit devant. Vous prenez le socle et vous prolongez une ligne droite. C'est comme ça que les canons peuvent tirer. Donc les canons ne peuvent tirer que s'ils sont quasiment pile alignés sur leur cible. Ce qui est très restrictif. Mais d'un autre côté, leur portée est illimitée. Donc c'est bien. Comment fonctionne le tir? Il fonctionne comme à Valor and Fortitude. Vous avez un tireur principal que vous désignez, et les autres sont des tireurs secondaires. Le tireur principal utilise tous ses dés de résolution. Les tireurs secondaires ajoutent un dé de soutien à chaque tir. Comme à Valor and Fortitude, mais avec des restrictions de tir moindres, puisque vous n'êtes pas obligé de shooter la cible la plus proche, vous pouvez tirer sur... Alors vous devez tirer généralement prioritairement sur la cible que vous avez alignée droit devant. Pour les canons, c'est très simple, ils ne peuvent pas tirer dans l'arc de 45 degrés, donc c'est toujours droit devant. Et si vous avez plusieurs unités dans cet arc, vous choisissez la plus proche. Mais sinon, c'est relativement souple, on ne se casse pas trop la tête pour les tirs. Vous lancez autant de dés que votre résolution, les 6 touchent. Si les 6 touchent, il n'y a pas de sauvegarde ni rien, c'est l'adversaire, comme à Valor and Fortitude par exemple, prend directement une blessure. Donc là, les tirs, ce que ça a donné, c'est que les protestants n'ont rien fait alors qu'ils ont plus de canons, et les catholiques ont fait une perte sur le régiment jaune. Donc comme dit, l'artillerie catholique est légèrement plus efficace, avec donc une perte. La ligne suédoise avance. Donc là, on va faire un petit point sur le mouvement et comment ça se passe, parce que c'est un peu particulier. C'est là que le jeu se distingue un petit peu. Vous devez d'abord tirer l'initiative. Celui qui remporte le tir au dé est celui qui a l'initiative, le joueur actif. Il ne peut pas refuser de l'être, c'est comme ça. Pendant la phase de mouvement, le joueur actif déplace d'abord toutes ses unités, puis le joueur réactif, l'autre joueur, fait tous ses tirs en riposte. Ensuite, ce sera inversé. Le joueur réactif dans la foulée va bouger toutes ses troupes, et le joueur actif va pouvoir lui aussi faire ses tirs en réaction au mouvement de son adversaire. Étant précisé que si vous tirez, vous ne pouvez pas déclarer de charge. Donc il y a des choix à faire, et en termes de jeu, c'est très très intéressant. Je pense que ce sera plus parlant lorsque je ferai le tutoriel, mais bon, je vous l'explique quand même déjà. Pareil de l'autre côté des Suédois. C'est donc au tour des catholiques de riposter au mouvement des protestants qui avaient gagné l'initiative, donc puisqu'ils ont été le joueur actif. Je fais tirer mes canons puisque le reste de mes unités est hors de portée. C'est au tour du joueur en réaction de déplacer ses unités dans la foulée, et je déplace ma cavalerie à fond pour engager l'aile de Bernard de Saxe-Weimar qui me semble plus faible. Sur l'autre aile, par contre, je replace mes tertiaux pour me mettre face à la cavalerie adverse. Alors, il y a une sorte de règle de proximité qui veut que lorsque vous arrivez dans la ligne droite,
la ligne de prolongement d'une unité, vous êtes obligé d'avancer ou de reculer par rapport à elle, un peu comme ce qui existe à Pike and Shot et à Black Powder. A noter également que les unités autres que les canons ont un angle de vue à 180 degrés. Simplement, si une unité doit tirer, elle utilisera tous ses dés pour tout ce qui se trouve dans le prolongement de son socle droit devant, comme pour le canon. Et si elle doit tirer dans les angles restants des 180 degrés, eh ben, ce sera qu'un seul dé. Voilà. Mais sinon, autrement, voilà, ils ont un meilleur angle de vue. Les troupes de l'attaquant peuvent riposter au mouvement du défenseur, enfin du joueur réactif, et ne donnent rien. La batterie sur la droite suédoise a plus de réussite puisqu'elle inflige des pertes à un des régiments allemands qui se trouvent en phase 2. Fin du tour, voilà ce que ça donne au début du tour suivant. Un gros choc de cavalerie se prépare sur la gauche impériale. Le centre impérial, lui, il a perdu un peu de sa cohésion puisque les ailes ne sont pas dans une ligne parfaite. Ce sont les catholiques qui tirent l'initiative et donc je fais avancer la cavalerie au maximum devant l'ennemi pour assurer une charge au tour suivant. Heureusement pour les catholiques, les tirs de riposte suédois ne donnent rien. De l'autre côté, les cavaliers catholiques et protestants se préparent à en découdre. Au centre, la ligne suédoise est toujours parfaitement en ligne et se prépare à faire feu. Et la volée des régiments allemands est plutôt efficace puisque j'obtiens un triple 6 sur une unité qui avait déjà plus que 3 en résolution. Donc ça fait 0, des régiments détruits. Normalement on laisse un marqueur et on retire le régiment, là je l'ai laissé pour la photo. Alors ce qui se passe lorsqu'un régiment est mis en déroute, toutes les unités... vous choisissez une des unités qui a participé à la destruction, que ce soit en mêlée directement ou en tir, et elle peut récupérer un point de résolution perdu. Donc ça peut vous permettre de récupérer de la résolution. A l'inverse, vous choisissez une unité de la brigade de l'unité qui a été déroutée, et celle-ci perdra un point de résolution. Le Cercio d'élite riposte contre la cavalerie et lui cause des pertes. Et sur l'autre côté, double charge de cuirassés, l'une contre l'unité de Pike and Shot de recrues et l'autre contre les tireurs détachés. La charge se déroule bien puisque en fait les deux unités manquent de peu d'être déroutées, elles sont réduites à 1 en résolution et les mousquetaires détachés doivent se replier. Sur l'autre aile, les Acapilites et les cuirassés de Pappenheim se contrechargent mutuellement. Donc les charges par contre sont résolues de manière simultanée, on les déclare toutes ensemble. Alors certaines charges annulent d'autres charges, par exemple la cavalerie a priorité sur l'infanterie, et les charges de flanc ont priorité il me semble sur les charges de face. Les commandants peuvent également à ce moment-là charger, donc elles ne font pas leur charge contre l'ennemi, elles font leur charge pour atteindre une unité qui charge, ou qui était déjà au combat au tour d'avant. La mêlée se passe de la même façon qu'au tir, vous lancez autant de dés que votre résolution actuelle, hein, donc si vous avez été réduit à 2, vous avez 2 dés, etc. Si vous êtes à full, vous avez 4 dés, voilà. Et par contre là, en mêlée, le toucher est différent selon les cas de figure. La cavalerie en charge touche sur 4+, sauf contre les piquiers où elle touchera sur 5+. Les piquiers touchent toujours sur 5+, les tireurs et autres unités qui sont pas faits pour la mêlée, ainsi que la cavalerie légère, c'est toujours sur 6+. Et les cavaliers hors du tour de charge, c'est sur 5+. Voilà.
Au terme d'une mêlée sanglante, les deux unités se mettent beaucoup de blessures, mais les catholiques émergent victorieux en restant à un point de résolution. L'autre unité est mise en déroute. Donc, comme on le voit ici, les deux armées sont maintenant quasiment toutes engagées d'une façon ou d'une autre, au moins à portée de tir en tout cas. Donc les mousquetaires détachés n'ont plus qu'un point de résolution, c'est un peu insuffisant pour être efficace au tir. Ils reculent donc et permettent donc aux deux unités de dragons de se placer pour tirer sur les cavaliers ennemis, mais sans succès. Au centre, la seconde ligne catholique est envoyée vers l'avant, il y a un échange de tirs avec les protestants qui donne pas grand chose. Les régiments suédois d'élite jaune et bleu s'avancent et se mettent à tirer sur les adversaires qu'ils ont devant eux. Les volées là sont particulièrement violentes puisque les deux tertiaux prennent des pertes, il y en a même un qui est mis direct à demi-force puisqu'ils prennent 2 dégâts. A côté, j'opère une rotation de rang entre les deux unités de cuirassiers en faisant avancer en mettant en avant celle qui est fraîche. Calas fait une opération de rotation de rang entre ces deux cuirassiers, faisant passer ceux qui étaient éprouvés à l'arrière afin de préparer ceux du second rang à passer devant et à charger. Les protestants font de même. Les deux unités chargent dans la foulée avec leurs commandants respectifs, mais cette fois-ci la mêlée tourne à l'avantage léger des protestants qui gagnent d'1 point. Pendant ce temps, sur l'aile droite catholique, les recrues de Bernard sont démoralisés et donc s'enfuient devant les cuirassiers de Wallenstein. Dans le même temps, les mousquetaires détachés se font achever par l'autre unité de cuirassiers et les croates que j'avais envoyés pour affronter les dragons suédois, eux, ne font pas grand chose puisque dragons comme croates sont mauvais en mêlée, ils touchent toujours sur 6, donc il n'y a aucune blessure de part et d'autre. Au centre, côté protestant, je décide de me concentrer sur une attaque générale des régiments, puisque de toute façon les ailes ça commence à sentir le sapin. Et donc malgré les volées assez maladroites de l'ennemi, les Suédois chargent. À côté, les deux régiments d'élite s'apprêtent à faire de même en fait. Mais là, du coup, les régiments catholiques ripostent en se plaçant en forme de L, de façon à les prendre en enfilade, et les tirs font quelques dégâts quand même. Mais là, du coup, les régiments catholiques ripostent en se plaçant en forme de L, de façon à les prendre en enfilade, et les tirs font quelques dégâts quand même. Le flanc suédois est donc en passe d'être enfoncé. Sur la droite impériale, une partie des cuirassiers contourne pour essayer d'atteindre la batterie de canon qui s'est tournée à la hâte, et les dragons sont mis en protection face à l'autre unité de cuirassiers et leur tirent dessus sans grand succès. Sur la droite impériale, une partie des cuirassiers contourne pour essayer d'atteindre la batterie de canon qui s'est tournée à la hâte, et les dragons sont mis en protection face à l'autre unité de cuirassiers et leur tirent dessus sans grand succès. La bataille est donc tendue, il y a des charges de partout pour essayer d'emporter la décision sur les différents secteurs du champ de bataille. Sur la gauche impériale, les dragons catholiques chargent de flanc les cuirassiers qui étaient victorieux afin d'arriver au soutien de leurs camarades. En effet, j'ai passé le tertio d'élite espagnol sur le flanc suédois pour pouvoir le prendre en enfilade, mais visiblement le régiment bleu n'en a cure et se lance quand même à l'attaque sans broncher.
Comme c'était prévu, les deux régiments allemands au centre chargent les deux régiments allemands catholiques et le combat est relativement serré. Juste à côté, par contre, c'est les catholiques qui sont à l'attaque avec une charge des cuirassiers contre les dragons protestants. De l'autre côté du champ de bataille, ce sont les deux régiments de cuirassiers qui s'éliminent mutuellement, puisqu'ils se sont mis suffisamment de blessures. Étonnamment, les deux généraux survivent. Alors, pour ce qui est des généraux, c'est simple. Dès lors qu'ils font partie d'une unité qui a subi des pertes, que ce soit au tir au corps à corps, ils lancent un des 6. Sur un 6, si l'unité n'a pas été détruite, c'est sur un 6, ils sont potentiellement blessés, ils auront droit à une sauvegarde. Et si l'unité a été détruite, c'est sur un 5 ou 6. Sur la droite, ça se passait au mieux pour Wallenstein, puisque ses cuirassiers balayent les dragons ennemis, pendant que les Croates, eux, continuent de se battre à fleur et moucheté avec les autres dragons, mais sans problème. Au centre, le régiment bleu a chargé sans se préoccuper de l'infériorité numérique et des tirs d'enfilade, et il remporte sa mêlée en mettant également en déroute son adversaire. À côté, tenant toujours bon mais vaincu, l'infanterie catholique recule. Sur la droite, ça se passait au mieux pour Wallenstein, puisque ses cuirassiers balayent les dragons ennemis, pendant que les Croates, eux, continuent de se battre à fleur et moucheté avec les autres dragons, mais sans problème. Les ailes protestantes s'étaient désormais effondrées, la défaite est proche, mais le centre catholique menaçant de se rompre, tout espoir n'est pas perdu côté suédois. Profitant de la mêlée, les tertiaux catholiques restants se préparent à assaillir le régiment bleu de tous les côtés. Dans le même temps, la droite catholique se prépare à envelopper le centre suédois et à prendre son artillerie. Les Croates prennent le dessus légèrement sur les dragons. Wallenstein va essayer de refermer le piège du coup. Mais finalement la mêlée n'est pas aussi facile que ça. Le régiment bleu non seulement ne panique pas, mais il tient bon à 1 contre 3 et il réussit même à dérouter son adversaire. De même, non loin de là, un des autres régiments protestants déroute son adversaire catholique. Ça fait quand même une victoire contre le cours un peu du jeu du côté protestant et qui va avoir des répercussions. Du coup, sans surprise, Wallenstein emporte l'artillerie suédoise. Alors, les conditions de victoire standard du jeu, donc hors scénario, vous pouvez créer des conditions particulières. Les conditions de victoire sont les suivantes: dérouter un tiers des unités adverses. Un tiers, commandant compris. Donc là, le chiffre est atteint côté catholique. Pour l'instant, les catholiques l'ont remporté, ils ont détruit un tiers de l'armée adverse. Mais on termine tout de même le tour, puisqu'il y a possibilité pour les protestants d'égaliser en mettant eux aussi en déroute l'armée catholique. Et c'est finalement ce qui va se passer, puisque l'obstination des Suédois paye. La déroute des 2 régiments catholiques du centre, qui n'était pas vraiment prévu d'ailleurs, puisqu'on avait commencé le tour avec les catholiques qui étaient à 5 contre 3 en termes de déroute, provoque la panique d'un troisième régiment catholique, ce qui amène à 6 le nombre de déroutes, 6 étant également ce qu'il faut pour dérouter l'armée impériale. On se retrouve donc avec un énorme trou au centre de l'armée de Wallenstein. Alors les cuirassiers catholiques avaient tenté une charge sur le flanc des troupes centrales suédoises, mais elle est repoussée.
Pendant ce temps, sur l'aile gauche impériale, les cuirassiers gravissaient la colline, et les arquebusiers suédois, en désarroi, se repliaient, laissant l'artillerie à découvert. Malgré ses efforts, donc, Wallenstein ne parvient pas à percer le centre ennemi, et avec cet inattendu revers de fortune qu'a été la déroute successive de 3 régiments en un seul coup, en une seule phase, dans une espèce de panique générale sous l'offensive suédoise, eh ben, ce sera une égalité. Côté suédois, on est dérouté aussi, et les ailes catholiques peuvent quand même encore toujours encercler l'armée ennemie, donc Horn sonne la retraite de son côté aussi. C'est donc sur une impasse que se termine cette bataille, les deux armées se replient sous de lourdes pertes, ni Horn ni Wallenstein n'ont donc réussi à emporter la décision. Voilà, donc la partie s'est jouée de façon... Bon, j'ai joué très doucement contre moi-même, par contre je pense que en maîtrisant les règles et en jouant un rythme normal, ça va assez vite. Vous pouvez jouer très clairement, c'est du niveau de Black Powder un peu dans le genre, vous pouvez jouer une grosse bataille très rapidement. Donc le jeu se voulait simple, fluide et intuitif, et il est exactement tout ça. C'est-à-dire que là c'est ma 3e partie, sur les 2 premières c'était un peu étrange parce que le système est quand même très différent par rapport à ceux que j'ai l'habitude, mais là, sur cette 3e partie, vraiment j'ai accroché. C'est très simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas 36 données à retenir, on a vraiment gardé l'essentiel. C'est-à-dire que ça semble taillé à la hache, mais en réalité, tout se tient. C'est-à-dire que, effectivement, la stat unique pour les points de vie et pour les attaques, ça semble bizarre au début, mais en fait, ça passe crème dans le cadre de la partie. Vous avez vraiment la sensation d'une bataille logique. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Parce qu'en fait, le séquençage du tour, notamment de la phase de mouvement, ainsi que les quelques exceptions ou encadrements de règles ou limites en fait qui sont posées par le système font que ça reste logique par rapport à la guerre telle qu'elle est pratiquée à cette époque, sans que ça soit casse-pied ou compliqué. Notamment en termes de mouvement, au bout d'un moment on intègre bien ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, et en y réfléchissant, ça semble logique par rapport à un champ de bataille. Donc voilà, j'ai très hâte de faire un tutoriel dessus pour vous montrer en live une partie, ce sera sans doute plus parlant. Mais bon, j'ai quand même commencé par un petit rapport de bataille, surtout d'ailleurs pour vous montrer un peu les 6 mm que j'ai fait, parce que ça rend bien en 6 mm, on joue assis, il y a un bel effet de masse, bref, je suis très content d'en avoir, et surtout ça tient en une boîte, donc c'est pratique. Là, vous mettez 1000 figurines en une boîte, ce que vous faites en 5 ou 6 avec Black Powder. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.